Voici l'iceberg de Jujutsu Kaisen. Il se compose de 7 parties et regorge de théories intéressantes et de faits amusants sur la série. La première couche de l'iceberg contient principalement des théories populaires bien connues que vous avez probablement déjà entendues. Mais à mesure que nous descendons plus profondément dans l'iceberg, les théories vont devenir de plus en plus bizarres jusqu'à vous étonner complètement. Commençons par une théorie vraiment simple, la théorie de la lune. Comme la plupart des autres animés, Jujutsu Kaisen comporte beaucoup de symbolisme, en particulier lié au bouddhisme. Un symbole couramment vu dans l'animé est une pleine lune, et chaque fois que nous la voyons, un événement significatif se produit. Dans le bouddhisme, une pleine lune représente la naissance, et la première fois que nous voyons une pleine lune, c'est lorsque Yuji mange le premier doigt, symbolisant la naissance de Sukuna. Dans la saison 2, nous voyons à nouveau la pleine lune le jour où Riko et Tengen étaient censés fusionner. Le concept de fusion ici est également considéré comme une renaissance, confirmant la théorie de la lune. La légende de Ryomen Sukuna. Bien que vous ayez probablement entendu le nom de Ryomen Sukuna pour la première fois dans l'animé de Jujutsu Kaisen, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il s'agissait en réalité d'une personne réelle qui a existé dans l'histoire du Japon et qui a ensuite été transformée en mythe. Selon la légende, Sukuna, l'esprit aux 2 visages, est un être étrange possédant 4 bras et 2 visages. On le décrivait comme rapide, ingénieux et doté d'une force surhumaine. La plupart des gens le considéraient comme véritablement héroïque, ayant un cœur généreux et sauvant les villageois du danger. Cependant, dans certains endroits, on dit de lui qu'il est cruel et maléfique, torturant toujours les gens et prenant plaisir à les tuer. Compte tenu de cela et du fait qu'il a 2 visages, il est fort probable que Sukuna ait 2 personnalités en lui, une bonne et une mauvaise. Gege déteste Gojo. Lors d'un sondage de popularité, Gege a spécifiquement mentionné qu'il n'aime pas Gojo en tant que personnage. Apparemment, c'est parce qu'il a rendu Gojo beaucoup trop puissant et qu'il a maintenant du mal à créer des situations et des antagonistes qui représentent une réelle menace pour le plus puissant des exorcistes. Je suppose qu'il a finalement trouvé un moyen de faire fonctionner les choses. L'énergie occulte. L'énergie occulte est le principal système de pouvoir dans Jujutsu Kaisen. Mais avez-vous déjà remarqué qu'elle est assez similaire au système de pouvoir d'un autre shonen populaire? Je parle de Hunter x Hunter. Dans le monde de cet animé, il y a une technique appelée Nen, qui permet essentiellement aux gens d'utiliser leur énergie vitale. C'est une caractéristique déterminante du manga de Yoshiro Togashi et joue un rôle crucial dans sa narration. De manière intéressante, il existe une connexion fascinante entre le Nen et l'énergie occulte de Jujutsu Kaisen. En voici quelques-unes. Les 2 nécessitent un entraînement rigoureux pour être utilisés, les 2 sont inaccessibles à la personne moyenne et ils partagent des similitudes visuelles frappantes. Le rôle original de Nanami. Actuellement, Kendo Nanami est l'un des gentils, mais cela n'a pas toujours été prévu ainsi. Apparemment, Gege avait initialement prévu de faire de Nanami un méchant mais a abandonné l'idée à un moment donné. Je suis content que ce personnage soit maintenant du bon côté. Imaginez seulement à quel point il serait terrifiant en tant que méchant. Ok, la plupart de ces théories et faits jusqu'à présent sont assez simples et bien connus. Mais nous entrons maintenant dans la 2e couche et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Les paroles de Gojo à Geto. Dans le film Jujutsu Kaisen, Suguru Geto est violemment battu par Yuta et se trouve proche de la mort quand Gojo le trouve. À ce moment-là, Gojo s'assoit et lui dit quelque chose que nous n'entendons pas. Mais nous savons que Geto répond par « Tu devrais au moins me maudire à la fin », laissant entendre que Gojo lui a dit quelque chose de gentil. Bref, il y a eu de nombreuses théories sur ce qu'il aurait pu dire, mais la plus prometteuse est qu'il a dit « Nous nous reverrons ». Quelle preuve ai-je de cela? Eh bien, le premier arc de la 2e saison concerne le passé de Gojo et Geto, en tant qu'étudiant au lycée d'exorcisme de Tokyo. La chanson d'ouverture de cet arc s'appelle Ao no Sumika et les paroles sont écrites du point de vue de Gojo. La raison pour laquelle je mentionne cela est qu'il y a quelques lignes dans cette chanson qui laissent entendre les dernières paroles de Gojo à Geto. Les mots pour te maudire sont restés coincés dans ma gorge. Nous nous reverrons, n'est-ce pas? Une voix qu'on ne peut pas entendre. Cela s'harmonise parfaitement avec la réponse de Geto et tout ce qui s'est passé dans cette scène. Le cadeau de Yorozu. L'un des joueurs de la traque meurtrière, Yorozu, est une puissante exorciste de l'ère Heian qui a été incarnée dans le corps de la sœur de Megumi. Dans sa première vie, elle avait une obsession très malsaine pour Sukuna et près de sa mort, elle lui a fait un cadeau final mystérieux. Bien que nous ne sachions pas ce qu'elle lui a donné, il existe une excellente théorie à ce sujet.
beaucoup de fans pensent qu'elle a probablement créé l'une de ses armes de l'ère Heian, plus précisément la lance qu'il tient chaque fois que sa forme originale est mentionnée. Cela aurait du sens compte tenu de la technique occulte de Yorozu appelée construction, qui lui permet de créer pratiquement tout ce qu'elle veut. Si c'est le cas, nous devrions bientôt voir l'arme originale de Sukuna alors que son combat contre les exorcistes s'intensifie. Manipulation de Kenjaku. Immédiatement après que Kenjaku a réussi à sceller Gojo en utilisant la lisière du supplice, la boîte est tombée violemment au sol et ne pouvait pas être déplacée. À ce moment-là, il n'y avait rien d'anormal avec cela et Kenjaku l'a expliqué en disant que la lisière du supplice avait simplement besoin de temps pour traiter la force incroyable de Gojo. Mais si c'était un mensonge, beaucoup de fans spéculent que Kenjaku a utilisé son pouvoir de manipulation de la gravité pour le faire délibérément et donner l'impression que la lisière du supplice ne pouvait pas être déplacée. Mais pourquoi ferait-il cela ? Eh bien, à ce moment-là, Kenjaku n'avait plus besoin des fléaux de classe spéciale, puisque Gojo était déjà scellé. Il est donc possible qu'il ait simplement besoin d'une raison de rester en arrière, pendant que tous les autres fléaux iraient combattre les exorcistes. Il voulait probablement épuiser autant que possible les fléaux pour pouvoir les absorber facilement plus tard. Ce qu'il a fait avec Mahito après que ce dernier a été vaincu par Yuji et Todo. Le design de Gojo. Vous avez probablement remarqué que le design de Gojo semble un peu différent dans le film Zero par rapport au reste de Jujutsu Kaisen. Bien que le film soit sorti entre la première et la deuxième saison de la série, le matériel source du film a en réalité été créé bien avant le premier chapitre du manga. C'est pourquoi Gojo a un aspect un peu différent car c'était la première fois que le créateur essayait de le dessiner. Il a ensuite réalisé que dessiner des bandages sur les yeux de Gojo prenait beaucoup de temps et a décidé de le remplacer plus tard pour un bandeau ordinaire. Le rayon noir et la crevette menthe. Le rayon noir est un phénomène dans le monde de Jujutsu Kaisen qui donne un important boost aux attaques physiques lorsque les conditions sont remplies. Si l'utilisateur applique de l'énergie occulte exactement 1/1000e de seconde après avoir porté un coup physique, cela déforme l'espace, provoquant une augmentation de la puissance de l'attaque par 2 à 3 fois grâce à l'énergie occulte. Ok, vous le saviez tous, mais saviez-vous que cette technique ridiculement surpuissante est basée sur des événements réels ? Les crevettes menthes sont de petites créatures ressemblant à des extraterrestres qui peuvent refermer leurs pinces si rapidement qu'elles forment une petite bulle de vide dans l'eau. Cela leur permet de produire une force si puissante qu'elles ne pourraient jamais l'atteindre simplement en pinçant la cible. En utilisant cette technique étrange, la crevette peut même briser des aquariums en verre. Il est fort probable que Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, ait été inspiré par ses créateurs et qu'il ait imaginé le rayon noir à partir de cette technique. Le territoire d'Akari. Akari est un étudiant de 3e année à l'école d'exorcisme de Tokyo. Et il est réputé pour être incroyablement puissant, au point que même Gojo a dit que Akari pourrait rivaliser avec sa puissance à l'avenir. En ce qui concerne son extension de territoire, elle s'inspire du jeu japonais de machine à sous appelé Pachinko. Fondamentalement, à chaque jackpot que Akari remporte, il acquiert une énergie occulte illimitée pendant une courte période, le rendant littéralement invincible. Cependant, de nombreux fans pensent que son territoire est en réalité truqué en sa faveur. Cela est dû au fait que le jeu de Pachinko auquel Akari joue repose fortement sur la chance, et il est même indiqué qu'il n'y a qu'une chance sur 239 qu'il remporte le jackpot. Je sais qu'il utilise plusieurs astuces pour augmenter ses chances, mais malgré tout, Akari continue de remporter le jackpot encore et encore, ce qui rend difficile à croire que ce jeu est légitime. Je veux dire, soit c'est d'une manière ou d'une autre truqué en sa faveur, soit le gars est la personne la plus chanceuse de la planète. Le sexe de Tengen. Maître Tengen est l'un des plus anciens exorcistes Jujutsu dans la série, responsable de toutes les barrières entourant le Japon. Bien que tout le monde suppose que Tengen est un homme, il a été révélé que sa forme originale, avant son évolution, était celle d'une femme. Tengen corrige même Yuki lorsqu'ils se rencontrent et lui dit qu'elle est une grand-mère. 2 couches sont maintenant terminées, mais il en reste encore 5 à parcourir. Et commençons la prochaine avec une théorie dont je suis sûre que la plupart d'entre vous n'étaient pas au courant. La naissance de Sukuna. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, les jumeaux sont considérés comme tabous. On pense que les jumeaux limitent la capacité de l'autre à prospérer et qu'ils sont en quelque sorte une version incomplète d'eux-mêmes. Prenez Mai et Maki par exemple. Mai est née avec une énergie occulte faible, tandis que Maki a obtenu une force incroyable, mais sans l'énergie occulte. Dans l'ensemble, elles étaient toutes les deux assez faibles individuellement. Cependant, lorsque Mai s'est sacrifiée pour Maki, cette dernière est devenue incroyablement puissante et a enfin pu utiliser toute sa force.
Alors, et si c'était la même chose qui a accordé à Sukuna son immense pouvoir? Vous voyez, il y a une théorie selon laquelle Sukuna aurait en réalité dû être un jumeau, mais aurait fini par consommer l'autre jumeau dans le ventre maternel. C'est ainsi qu'il aurait réussi à devenir ridiculement puissant, et ça expliquerait aussi pourquoi il a 4 bras et 2 visages. Cela expliquerait également sa soif de chair humaine dans la série Jujutsu Kaisen. Le passé de Rika. Vous connaissez tous Rika dans le film Jujutsu Kaisen en tant que fille douce et innocente. Mais si tout cela n'était qu'une façade? Bien que le film ne nous ait rien dit de spécifique sur son enfance, Gege a en réalité partagé des informations préoccupantes à propos de Rika dans son profil manga. Il est indiqué que la mère de Rika est décédée subitement de cause inconnue lorsque Rika avait 5 ans. Peu de temps après, elle et son père se sont mystérieusement perdus lors d'une escalade en montagne et seule Rika a été retrouvée. Elle a ensuite été recueillie par sa grand-mère, qui croit fermement que Rika a tué ses 2 parents. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de confirmer si Rika a réellement tué ses parents ou non, ce côté sombre de sa personnalité pourrait expliquer pourquoi elle est devenue un fléau si puissant. La première traque meurtrière. La traque meurtrière est l'un des arcs du manga Jujutsu Kaisen, et c'est essentiellement un tournoi mortel. Presque tous les animés ont un arc de tournoi, mais rien d'aussi mortel et compliqué que celui dans Jujutsu Kaisen. Bref, pour l'instant, c'est Kenjaku qui a initié cette bataille diabolique. Mais il existe une théorie vraiment intéressante selon laquelle ce n'est pas la première fois que la traque meurtrière a eu lieu. Au chapitre 173, nous sommes présentés à Druv, un exorciste du passé. C'est un exorciste très ancien et compétent, et on le qualifie de vétéran dans sa 2e incarnation. Cela semble un peu étrange, et cela laisse entendre qu'il a été incarné une fois auparavant, peut-être lors de la première traque meurtrière. Autre chose à noter, Druv était tellement puissant à son époque qu'il a conquis seul le Japon pendant la guerre civile de Wa, qui a eu lieu il y a presque 2000 ans. Cela signifie qu'il était en vie à l'époque. Il est possible que Druv ait été incarné il y a 1000 ans pendant l'ère Heian, et c'est à ce moment-là que la première traque meurtrière a eu lieu. La coupure de Sukuna. Au chapitre 216, Sukuna s'entoure de fléaux pour prendre le contrôle total du corps de Megumi. Mais lorsqu'il en ressort, il remarque quelque chose d'étrange. Il y a une égratignure sur son doigt, apparemment une coupure de papier. Bien que la coupure soit petite, la case du manga la rend très importante. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, Sukuna est connu pour avoir l'une des meilleures capacités de régénération dans le monde de Jujutsu Kaisen. Le gars a réussi à régénérer la main sectionnée de Yuji dans la saison 1 et même à le ramener à la vie. Alors pourquoi y avait-il encore une égratignure sur lui? La seule bataille que Sukuna a eue dans le corps de Megumi à ce moment-là était contre Yuji et Maki. Il est donc possible que l'un d'eux lui ait infligé un genre de dommage irréparable. Il s'agit très probablement de Yuji et il existe une excellente théorie qui explore cela. Si nous revenons à la saison 1, Gojo mentionne que Yuji pourra utiliser les techniques occultes de Sukuna à un moment donné et cela sera gravé en lui. En se basant sur cela, il est possible que Yuji ait inconsciemment utilisé lacération, l'une des techniques de découpage de Sukuna, pour lui infliger des dégâts. Pour être sûr, cela pourrait aussi être la manière de Megumi de montrer sa résistance contre le roi des fléaux, car à ce moment-là, Sukuna n'avait toujours pas le contrôle total de son corps. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère de loin la théorie de Yuji. Technique occulte de Sukuna. Jusqu'à présent, dans le manga, la technique occulte de Sukuna n'a pas été entièrement révélée, mais il y a des indices sur ce qu'elle pourrait être. Lors de son combat contre Jogo, Sukuna a récité le mot « ouverture », ce qui lui a accordé des pouvoirs basés sur le feu. À partir de cela, nous pourrions simplement supposer que la technique occulte de Sukuna a quelque chose à voir avec le feu, mais cela serait plutôt décevant pour le roi des fléaux. Alors regardons quelques théories plus intéressantes. Tout d'abord, si l'on jette un coup d'œil au chapitre 219, on peut voir que les gens de l'ère Heian adoraient Sukuna comme s'il était une sorte de divinité et faisaient également des rituels en son honneur. De plus, si vous prêtez attention à l'hôtel démoniaque de Sukuna, vous remarquerez qu'il ressemble plutôt à une chasse. C'est un endroit où sont conservés des artefacts anciens. En combinant ces éléments, il est logique que Sukuna ait d'une manière ou d'une autre volé des techniques à ses adorateurs de l'ère Heian et les ait conservées dans son sanctuaire. Ainsi, chaque fois qu'il récite le mot « ouverture », il y accède et choisit quelle technique occulte il veut utiliser. Cela signifie que Sukuna a plusieurs techniques qui sont pratiques et peut utiliser différentes techniques chaque fois qu'il le souhaite. Si cette théorie s'avère vraie, ce serait vraiment cool de voir Sukuna combattre en utilisant tout un tas d'aptitudes différentes. La véritable montagne de fer. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le nom du territoire de Jogo? Cercueil volcanique? Il s'avère qu'il n'est pas inspiré de quelque chose dans le monde réel.
mais ses origines peuvent être retracées jusqu'à la cosmologie indienne ancienne. Là-bas, on croyait que 9 montagnes et 8 mers entouraient le monde, avec une montagne massive au centre. Cette montagne centrale est entourée de 8 anneaux de montagne, et le dernier anneau est censé être fait de fer. Cela a très probablement servi d'inspiration pour le concept du cercueil volcanique dans la série. C'est complètement fou que Gege ait pensé à cela en nommant la technique de Jogo, mais cela n'est encore rien comparé à certaines choses dont nous allons parler dans la 4e couche. Sukuna, l'ange déchu. Lors de notre première rencontre avec Sukuna, on le désignait toujours comme le roi des fléaux. Cependant, plus tard dans l'histoire, Angel a commencé à le désigner comme l'ange déchu. Pourquoi cela? Eh bien, en regardant l'apparence de Sukuna, surtout son vrai corps, le gars possède 2 visages et 4 bras, ce qui est évidemment un peu étrange. Le seul autre exorciste qui ne ressemble en rien à un humain normal est le maître Tengen. Si vous comparez leur design, vous remarquerez qu'ils ont tous les deux 4 yeux alignés de manière similaire. Et même Kenjaku a commenté une fois à quel point Tengen ressemblait à Sukuna. Est-ce vraiment une coïncidence? La théorie ici suggère que la raison pour laquelle Tengen et Sukuna ont des apparences similaires est parce qu'ils ont tous deux évolué. Lorsque Sukuna a évolué, il a pratiquement perdu son humanité et la capacité de montrer des émotions. Cela pourrait être la raison pour laquelle Angel se réfère à lui comme l'ange déchu, car il a choisi la puissance plutôt que l'humanité. Une autre chose soutenant cette théorie est le fait que Sukuna se réfère toujours aux humains et aux fléaux comme s'ils lui étaient inférieurs, laissant entendre qu'il pourrait avoir évolué et ne se considère ni comme humain ni comme malédiction. Yuji peut permuter les âmes. Toute la théorie selon laquelle Yuji peut permuter des corps découle de cette page particulière du chapitre 222. Ici, nous voyons Yuji parler à Kusakabe et le désigner comme Yuji. Plutôt étrange, non? Alors si c'était une sorte de technique de permutation d'âme, comment Yuji l'a-t-il même apprise? Tout d'abord, dans le chapitre 220, Chozo donne à Yuji un livre laissé par Yuki qui contient des recherches sur le corps et l'âme. De plus, nous avons noté dans l'une des théories précédentes que Yuji devrait pouvoir utiliser les techniques occultes de Sukuna à un moment donné. Pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, nous savons que Sukuna a appris d'une manière ou d'une autre comment diviser son âme en objets maudits et a également réussi à résister à la manipulation d'âme de Mahito. Ainsi, après avoir été le réceptacle de Sukuna pendant un certain temps et avoir appris des choses sur les âmes, il est possible que Yuji ait maintenant certaines de ses capacités liées à l'âme et puisse les utiliser pour échanger son corps contre celui d'autres personnes. Cette capacité pourrait être un tournant majeur pour l'intrigue de Jujutsu Kaisen, car elle pourrait enfin permettre à Yuji de devenir assez fort pour affronter Sukuna. Nobara est en vie. Depuis le chapitre 125, le statut de Nobara dans le manga est inconnu. Est-elle morte ou est-elle en vie? Eh bien, même si de nombreux fans ont déjà accepté qu'elle soit probablement morte et qu'elle n'apparaîtra plus dans l'histoire, il y a des indices suggérant qu'elle pourrait en fait être en vie. Donc, comme vous vous en souvenez, Nobara a été touchée par l'altération absolue, qui a été décrite comme une technique qui ne peut même pas être altérée par la technique d'inversion, car elle change littéralement votre âme. Maintenant, si nous en restons là, nous pouvons dire que oui, Nobara est à 100% morte. Cependant, après sa mort présumée, ce gars apparaît et dit qu'il y a encore une légère chance de la sauver. Maintenant, la chose importante à noter ici est que nous n'avons jamais vu ce gars avant cela, et il n'est jamais réapparu après cela non plus. C'est comme s'il avait été créé spécifiquement pour cette scène particulière. Je veux dire, si Gege avait voulu tuer Nobara, il aurait pu la laisser là, et sa mort aurait été confirmée. Mais pour une raison quelconque, il s'est donné la peine de créer un personnage aléatoire, avec une technique occulte aléatoire, qui pourrait éventuellement sauver la vie de Nobara. Pour des raisons évidentes, de nombreux fans ne croient pas cela et s'attendent à ce que Nobara revienne bientôt dans l'histoire et aide Yuji dans son combat final contre Sukuna. Lisière du supplice. La lisière du supplice est un objet maudit de grade spécial qui a le pouvoir de sceller n'importe qui à l'intérieur, peu importe sa force. Nous l'avons vu en action pendant l'arc de Shibuya lorsque Kenjaku a réussi à sceller Gojo, qui est connu pour être le plus puissant exorciste Jujutsu de l'ère actuelle. Gojo a finalement réussi à sortir de la lisière du supplice avec l'aide de Hana, mais maintenant qu'elle est à nouveau vide, il y a de fortes chances qu'elle joue un rôle énorme plus tard dans la série. Il y avait des tonnes de théories sur qui pourrait être scellé ensuite, mais la plus plausible est que ce soit le roi des fléaux lui-même, Ryomen Sukuna. Je veux dire, compte tenu de la force de Sukuna, il est vraiment difficile d'imaginer l'un des exorcistes constituant une menace significative pour lui. Donc le sceller pourrait finir par être la seule option viable. Le seul problème est qu'ils devront le maintenir à l'intérieur pendant 1 minute complète, ce qui ne sera pas facile. Mais ils pourraient finir par le tromper d'une manière ou d'une autre, de manière similaire à la façon dont Kenjaku a trompé Gojo. L'incarnation d'Uraume.
Et si Uraume n'était pas réincarnée comme les autres exorcistes, mais qu'elle était plutôt en vie depuis plus de 2000 ans? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, examinons quelques éléments qui soutiennent cette théorie. Uraume a été vue pour la première fois en février, tandis que les joueurs réincarnés se réveillent fin octobre. De plus, tous les autres joueurs incarnés font partie de la traque meurtrière, tandis qu'Uraume n'en fait pas partie. Il est également évident que Kenjaku n'est pas un grand fan de la maîtresse des malédictions, et Uraume n'était même pas nécessaire pour la résurrection de Sukuna. Ça n'a tout simplement aucun sens pourquoi Kenjaku choisirait même de l'incarner. Alors si Uraume n'est pas réincarnée, comment a-t-elle survécu pendant plus de 2000 ans? La meilleure théorie jusqu'à présent est qu'elle a survécu en utilisant sa technique de glace. Vous voyez, Gege essaie toujours d'incorporer la science dans les techniques qu'il crée, et puisque Uraume a une technique de glace, il est possible qu'elle puisse ralentir son vieillissement de manière cryogénique. Cela a déjà été prouvé théoriquement possible par la science, il aurait donc du sens que Uraume se soit figé pour survivre, attendant patiemment la renaissance de Sukuna. Il ne reste que 3 couches à couvrir et commençons cette nouvelle couche avec cette théorie insensée sur le nouveau corps de Kenjaku. Nous avons déjà discuté de la probabilité que Nobara soit morte. Cependant, puisque Mahito l'a tuée en manipulant son âme, physiquement son corps devrait être en assez bon état. C'est pourquoi certains fans croient que Kenjaku échangera finalement son corps avec elle pour tourmenter davantage Yuji et utiliser sa technique vaudou. Le pauvre Yuji est indéniablement confronté au pire genre de détresse émotionnelle dans l'anime et cela ne semble pas près de se terminer de sitôt. Bien que cette théorie ait très peu de chances de se produire réellement, vous devez admettre que ce serait vraiment cool de voir Nobara maléfique en action. Le secret de Tengen. Tengen est l'une des plus anciennes exorcistes dans le monde de Jujutsu Kaisen et elle est connue pour son immortalité. Depuis le début de la série, Tengen a toujours été entourée de mystères et très peu de choses ont été révélées à son sujet. Depuis le début de la traque meurtrière, de nombreux fans spéculent que Tengen cache certainement quelque chose et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d'abord, il semble que Tengen connaisse bien Kenjaku et connaît également Sukuna. Une fois, Kenjaku a même commenté sur la façon dont Tengen semble vouloir ressembler à Sukuna. Il existe une théorie populaire selon laquelle Tengen et Kenjaku se connaissent depuis longtemps et qu'ils ont conçu le concept de la traque meurtrière il y a des années. Si je devais deviner, les deux ont probablement travaillé ensemble il y a environ 1000 ans pendant l'ère Heian et ont lancé la traque meurtrière pour une raison quelconque. Cela s'harmoniserait également bien avec la théorie précédente sur Druve et le fait qu'il y ait probablement eu une autre traque meurtrière dans le passé. Alors cela signifie-t-il que Tengen est complice de Kenjaku? Probablement pas. Tengen aurait peut-être eu un plan complètement différent pour la traque meurtrière et plus tard aurait été trahi par Kenjaku, ce qui aurait entraîné leur séparation. La technique occulte de Kashimo. Bien que la technique occulte de Kashimo ait été révélée dans les chapitres récents, elle constituait un grand mystère pour les fans pendant un certain temps et il y avait de grandes théories à ce sujet. Comme Kashimo ne voulait pas utiliser sa technique contre personne d'autre que Sukuna, de nombreux fans croyaient qu'il s'agissait d'une attaque tout ou rien pouvant causer une destruction généralisée. C'était une supposition assez plausible, car nous savons maintenant que sa technique s'appelle l'ambre chimérique et lui permet de dépasser largement ses limites, mais elle ne peut être utilisée qu'une seule fois avant que son corps ne se désagrège. Une autre excellente théorie se concentre davantage sur la partie mythologique de Kashimo, car son personnage s'inspire de Takami Kazuchi, qui est connu comme le dieu du tonnerre et le dieu des épées. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que sa technique occulte pourrait invoquer une seule épée divine, voire plusieurs épées. Certains fans plaisantaient à ce sujet en disant qu'il allait utiliser les lames de l'infini de la série Fate. Gojo reviendra. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont probablement marre d'entendre des histoires du genre Gojo est vivant, mais examinons quelques indices et théories qui pourraient rendre cela plausible. Tout d'abord, il est important de noter que tout au long de la série, Gojo a toujours été associé à Bouddha. Prenez cette scène par exemple. Gojo pointe un de ses doigts vers le haut et un de ses doigts vers le bas. C'est exactement la même chose que ce que Bouddha a fait quand il est né. Une autre chose à noter est que Bouddha a également prononcé les mêmes mots que Gojo dit dans cette scène. À travers le ciel et la terre, je suis seul l'honoré. D'accord, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que Gojo soit vivant? Eh bien, une autre chose à propos de Bouddha est qu'il a commencé son voyage vers l'illumination à l'âge de 29 ans. Et quel âge pensez-vous que Gojo a? Il est exactement à un jour de fêter ses 29 ans. C'est pourquoi beaucoup de fans croient que ces parallèles avec Bouddha suggèrent que Gojo traversera une sorte d'illumination spirituelle et reviendra dans l'histoire encore plus fort. Une autre chose qui soutient cette théorie se trouve dans le dernier flashback de Gojo. Ici, Nanami dit que chacun a le droit d'aller soit vers le sud, soit vers le nord. Si l'on regarde les positions assises de chacun, on peut voir que Nanami et Aibara font face à une direction, tandis que Gojo et Geto font face à l'autre.
Puisque Hanami et Aibara sont confirmés morts, cela pourrait signifier que Gojo choisira une direction différente et survivra. Cela pourrait également avoir du sens étant donné que Geto fait également face à la même direction que Gojo et nous savons qu'il est toujours en vie dans le corps actuel de Kenjaku. Le dernier doigt. Comme vous le savez, même à ce stade de l'histoire, Sukuna n'a mangé que 19 de ses doigts car il n'a aucune idée d'où se trouve le dernier. Il y a eu de nombreuses théories à ce sujet. Certains disent que Gojo l'a, et d'autres disent qu'il est simplement perdu quelque part dans le monde de Jujutsu Kaisen. Cependant, la meilleure théorie jusqu'à présent est que Yuji est en fait le dernier doigt de Sukuna. Ok, laissez-moi vous expliquer. Nous savons que Kenjaku était en possession de la plupart, si ce n'est tous les doigts de Sukuna à un moment donné. Nous savons également qu'il a pris les possessions de Kaori alors qu'elle était enceinte de Yuji. Alors, et si Kenjaku avait utilisé d'une manière ou d'une autre le doigt pendant ses expériences afin de faire de Yuji le vaisseau parfait pour Sukuna ? Quand on y pense, nous n'avons jamais vraiment eu de réponse précise à la question de savoir pourquoi Yuji peut si bien contenir Sukuna, et cette théorie l'expliquerait parfaitement. Une autre chose intéressante est qu'en parlant à Chozo, Kenjaku a qualifié Yuji de ça, comme s'il était un objet. C'est un terme qu'il a spécifiquement utilisé pour Yuji et aucunement pour ses autres créations comme Chozo ou ses frères. Et enfin, la forme originale de Sukuna et Yuji ont tous deux des cheveux roses. C'est une couleur de cheveux très unique et pourrait indiquer le lien entre les deux. Avant d'aborder la 7e et dernière couche de l'iceberg, et certaines des théories les plus folles que vous ayez jamais entendues, couvrons d'abord la 6e couche qui est également assez folle. La véritable technique occulte de Yuta. Yuta Okotsu est un étudiant de 2e année au lycée d'exorcisme de Tokyo et il est le protagoniste principal du film Zero. Dans celui-ci, Yuta a montré ses capacités incroyables et même Gojo a dit que Yuta pourrait le surpasser un jour. À l'heure actuelle, on pense que la technique occulte de Yuta consiste à copier et à utiliser les techniques et capacités des autres. Mais et si ce n'était pas le cas ? Vous voyez, il existe une théorie selon laquelle la véritable technique occulte de Yuta est la capacité de sélectionner une cible spécifique avec laquelle il partage un lien spécial. Il lie ensuite la cible à un objet qui a une valeur sentimentale pour elle. Par exemple, dans le cas de Rika, c'était une bague. Ensuite, la force de l'esprit maudit est directement liée à l'authenticité du lien et à l'intensité de l'amour partagé. Selon cette théorie, Yuta peut également utiliser la technique occulte de l'esprit avec laquelle il est lié. Et dans le cas de Rika, cette capacité est la copie. Cela signifie que si Yuta se lie un jour avec quelqu'un d'autre, il pourrait utiliser une technique occulte complètement différente associée à l'autre esprit. Sort d'inversion bizarre. Seuls quelques sorciers en Jujutsu peuvent utiliser des sorts d'inversion. C'est principalement la capacité utilisée pour guérir les corps humains, mais si vous êtes assez habile, vous pouvez également combiner des sorts d'inversion avec votre technique occulte régulière pour inverser ses effets. Par exemple, lorsque Gojo le fait, sa technique bleue devient rouge, ce qui est une couleur opposée au bleu. Lorsque Kenjaku l'utilise, il peut inverser l'effet de son système anti-gravité et intensifier la force de gravité autour de lui. Cependant, un gros problème avec cela est comment cela s'appliquerait-il à certains des autres sorciers ? Prenez Mei Mei par exemple. Sa technique innée dont le nom parle de lui-même est appelée manipulation des corbeaux. Alors, à quoi ressemblerait l'inversion de cette technique ? Est-ce que les corbeaux la contrôleraient alors ? Et qu'en est-il de la technique d'immortalité de Tengen ? Meurt-il simplement s'il essaie de l'utiliser à l'envers ? Bref, il est assez évident que ce système ne fonctionne pas avec la majorité des techniques occultes dans la série, donc je suppose que certains personnages ne débloqueront jamais cette capacité. La théorie de Gashadokuro. À la fin du chapitre 170, on peut voir l'extension de territoire de Megumi, Jardin des Ombres, ressemblant à 2 vertèbres. Étant donné que le territoire de Megumi est encore incomplet, se pourrait-il que cette base se développe plus tard en quelque chose de plus grand ? Eh bien, beaucoup de fans croient que les os du territoire de Megumi créeront une énorme créature squelettique appelée Gashadokuro, et voici pourquoi. La famille Zenin est une descendante de l'un des 3 grands esprits vengeurs du Japon, Taida no Masakado, dont la fille pouvait invoquer des esprits. La fille pouvait également invoquer Gashadokuro à partir des ombres et avait la capacité de convoquer une armée de grenouilles et de serpents. Cela vous semble assez familier, non ? Megumi a exactement la même capacité. De plus, dans l'épisode 9 de la série, Mahito a été vu en train de lire un livre tout en parlant à Junpei.
Si l'on zoome sur cette page exacte, on peut voir que Gashadokuro est illustré dans son livre. Cette scène spécifique n'apparaît que dans l'anime et a d'ailleurs été personnellement supervisée par Gege. Je veux dire, parmi des milliers de monstres de la mythologie japonaise que Gege aurait pu inclure sur ses pages, il a délibérément décidé d'inclure Gashadokuro. Si ce n'est pas une préfiguration, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, la 7e couche de l'iceberg. J'espère que vous êtes prêts, car certaines des théories à venir sont tellement ridicules et bizarres qu'elles vont littéralement vous retourner l'esprit. Rika n'est pas Rika. D'accord, celle-ci est assez délirante. Vous avez peut-être remarqué que la Rika actuelle dans le manga et la Rika du film Jujutsu Kaisen 0 ont l'air un peu différentes. Maintenant, au lieu d'accepter simplement qu'il s'agit d'un changement de design, certains fans ont élaboré des théories folles expliquant la différence de design de Rika. Vous vous souvenez tous comment, à la fin du film, Yuta a levé la malédiction de Rika, la libérant enfin. Certaines personnes croient que Rika est morte à ce moment-là, et Yuta ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs. Plus tard, lorsque Yuta est allé en Afrique s'entraîner avec Miguel pendant la saison 1, il a accidentellement maudit une autre fille et s'est retrouvé avec un fléau complètement nouveau. Cela expliquerait pourquoi le design de Rika est maintenant différent, car ce n'est pas Rika, c'est une fille complètement différente. Le territoire de Sukuna est une bombe nucléaire. Un des fans de Jujutsu Kaisen sur Reddit a remarqué quelque chose d'intéressant en comparant les bombes nucléaires au territoire de Sukuna. Apparemment, certaines des plus petites bombes nucléaires, comme celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont un rayon de vaporisation instantané d'environ quelques centaines de mètres. C'est très similaire à la portée de l'hôtel démoniaque de Sukuna, qui est de 200 mètres. L'onde de choc d'une explosion nucléaire endommage immédiatement tout ce qu'elle touche, de même que la technique de Sukuna, dissection, qui coupe immédiatement tout à l'intérieur du territoire. Enfin, l'onde de radiation d'une explosion nucléaire détruit tous les êtres vivants au niveau moléculaire, les déchirant morceau par morceau, ce qui est très similaire à la façon dont lacération découpe en morceaux tous les êtres vivants à l'intérieur du territoire. En examinant ces faits, il est probable que Gege se soit en partie inspiré de la bombe nucléaire pour créer les capacités de Sukuna. Miwa l'inutile. Il y a une blague récurrente dans la série à propos de Miwa, l'une des étudiantes de 2e année qui se considère comme complètement inutile. Elle le dit même constamment elle-même. C'est pourquoi il existe une théorie selon laquelle elle jouera en réalité un grand rôle à un moment donné de l'histoire et surprendra tout le monde. Il n'y a absolument rien qui étaye cette théorie, mais tout est possible, je suppose. La vie antérieure de Sukuna. En raison de sa capacité à trancher et démanteler, certains fans ont spéculé que Sukuna était un chef cuistot dans sa vie antérieure. La plupart de ses attaques ressemblent à des coupures avec un couteau, et le fait qu'il puisse utiliser des techniques de feu renforce cette théorie, car cela l'aurait probablement aidé en cuisine. De plus, nous savons qu'Uraume était la subordonnée de Sukuna pendant l'ère Heian, alors peut-être qu'elle était son assistante en cuisine. Je veux dire, il n'y avait pas de réfrigération à l'époque, il est donc possible que Uraume ait utilisé sa technique de glace pour garder les ingrédients congelés. Mais si vous êtes intéressé par ce qui est arrivé à Sukuna après qu'il ait cessé d'être un cuisinier, vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour en savoir plus sur toutes ses formes dans Jujutsu Kaisen.